Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo toujours sur le Touareg V10, mais aujourd'hui on va parler de boîte automatique, de la boîte automatique qui équipe le Touareg V10, la TR60N ou la 09D. On va regarder en détail un peu comment ça se passe là-dedans. Sur cette boîte, moi je vais changer le module de valve. C'est tout le module qui est derrière le filtre qu'on voit ici. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, puis on va détailler un petit peu le mode de fonctionnement de cette boîte automatique. Donc là je viens simplement de la vidanger. Donc pour la vidanger, c'est assez simple, on a une petite vis de vidange qui est ici, qu'on peut ouvrir en préalable. Et ensuite, il est préférable de desserrer le contour de vis, démonter le contour de vis au maximum, en laisser deux sur l'arrière, laisser pendre le bac, de manière à ce que toute l'huile qui est encore à l'intérieur puisse s'évacuer correctement dans le bac. Donc ça va encore couler de toute façon une fois que je vais avoir démonté le filtre ici, dans le bac qui est ici en dessous. Donc je démonte le couvercle totalement, je démonte ça, je vous montre après ce qu'on va faire. Allez, à tout de suite. Alors ça c'est un module de valve que je vais déballer devant vous, qui vient directement de l'usine de chez Esin Warner, qui est le fabricant de la boîte automatique. Donc ici on voit le modèle. Alors au départ c'est une boîte qui avait été fabriquée pour Toyota, donc une boîte japonaise et non pas une boîte allemande, hein, comme on pourrait l'imaginer. C'est plutôt une bonne boîte. Bon, c'est vrai qu'en vieillissant elle pose des problèmes, mais c'est plutôt une bonne boîte au niveau fonctionnel, c'est pas mauvais. C'est peut-être moins bon que ZF, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est pas une mauvaise boîte non plus. C'est une boîte qui a besoin d'entretien, comme beaucoup de choses sur le Touareg. Il existe plusieurs versions du module qu'on a sous les yeux, le module de valve. Aujourd'hui, ils ont simplifié la construction en mettant des bouchons à des endroits où on a des options qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, comme ici par exemple. Donc en fait, quand on commande le module, généralement, je viens d'en faire cette deuxième ce mois-ci, et j'ai reçu deux fois la même, avec des options qu'on va détailler ensuite. Alors ils appellent ça des ports. Donc dans les descriptifs, ils appellent ça des ports. Donc voilà, ça c'est l'étiquette d'origine de la boîte avec le modèle exact. Donc, alors, donc voilà, c'est une boîte 09D qui existe sur les Touareg V10, mais aussi d'autres gammes de Touareg comme le V6, le 3 litres 2, etc. On retrouve à peu près ce module sur pas mal de boîtes. Donc il est livré comme ça quand il est neuf, préassemblé. On voit qu'il a été testé parce qu'il y a un peu d'huile ATF un peu partout. Et c'est ce qu'on va remplacer aujourd'hui. Donc sur ce module, on a un certain nombre de vis qu'on va devoir démonter sur l'autre, on va voir après. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, a priori j'en ai pas oublié. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, a priori c'est ça. Bon, après, les petites vis au niveau des options, mais bon, ça on ne les compte pas. Donc, voilà. Donc, dans la vidéo, après, je vous détaillerai le détail des solénoïdes, des petites sondes de pressostat, des sondes de température qu'on verra après, les points particuliers lors de la remonte
du filtre, ce qui est important, c'est le joint de contour qui est ici. Quand on réinstalle le filtre, la cartouche filtrante, en fait, il faut bien veiller à mettre le joint ici, pas de travers, ou ne pas le couper. Si vous avez une boîte qui ne pompe pas l'huile, c'est une boîte qui ne fonctionne pas. Donc l'étanchéité est importante ici, au niveau de votre cartouche filtrante. Donc il faut vraiment y aller délicatement, le graisser, puis le mettre délicatement. Et on a 3 vis de fixation, qui sont ces deux-là, pour la cartouche filtrante. On va le voir après. Allez, c'est parti, on continue. Alors, je viens de démonter la cartouche filtrante dont je vous parlais un instant. Et regardez ce que je vois. Le fameux joint dont je vous parle, qui est ici, et qui est complètement cuit. Donc, à mon avis, la vidange n'a pas été faite souvent. Et là, vous voyez que typiquement, on peut avoir des problèmes de désamorçage de la pompe à huile. Puisque je rappelle, ce joint ici et l'étanchéité, on a ici. Donc, cette partie-ci vient là, comme ça. Et puis on retrouve les 3 vis de fixation. Alors ça, c'est l'ancien filtre, hein, bien sûr, qu'on va remplacer. On voit qu'il est quand même bien crade, bien noir. Donc, ça fera partie des travaux de remplacement. Donc ce joint, je rappelle, qu'on voit ici, qui est bien abîmé, on va le remplacer, évidemment, c'est fourni avec la cartouche. Et c'est un point majeur. Peut-être qu'il a été abîmé lors du montage, peut-être qu'il s'est abîmé avec le temps, mais je ne sais pas, mais j'ai l'impression, au vu de l'angle de sectionnement, qu'il avait peut-être été sectionné au départ depuis un petit moment. Ça, c'est possible. Voilà, donc voilà, ça rejoint exactement le point dont je vous parlais à l'instant. Faire très attention lors du remontage, ne pas se précipiter. Ok, donc, on continue. On va commencer à démonter le module de valve sur la boîte. Allez, on va commencer à démonter. Première chose à faire, c'est débrancher le câblage. Alors, pour les électrovannes, c'est toujours un peu délicat à débrancher. Vous utilisez ce genre de petite pointe. On loge dans le corps de la prise et on fait levier légèrement. Et on débranche. Alors des fois, c'est un peu plus rigide. Sûr. Voilà. Donc, il y a des prises différentes avec des modes de verrouillage qui sont différents. Pourquoi faire simple? Voilà. Ensuite, on débranche ici.
Donc celle-ci, en fait, elle a une embase qui est fixée sur le corps. Et celle-ci rentre à l'intérieur. Donc ça, c'est le capteur G195. On va revenir dessus après. C'est un capteur important. Donc ensuite, il nous reste la sonde de température qui est ici. Et le G182 qui est là-haut, qu'on va débrancher aussi. Alors, le G182... il est un petit peu plus délicat à débrancher, car il est tout en hauteur. Voilà. Donc lui, c'est pas très compliqué. On a ce petit connecteur, on a le petit levier ici qu'on tire légèrement vers l'extérieur, comme ça avec un long tournevis, et on tire dessus. Et on a juste qu'à débrancher. Donc la dernière prise. Donc là, on a un capteur de température. Donc lui, il est verrouillé par une petite bride métallique. C'est le seul. Voilà. Donc une petite bride avec un écrou de 10. Une fois qu'on a fait ça, on tire dessus. Et au préalable, on prépare le bac pour éviter de prendre une douche. Parce qu'en fait, ici on a le module de valve et au-dessus on a encore de l'huile qui n'a pas pu s'évacuer. Donc quand on va le démonter, on va remettre le bac en dessous pour éviter de prendre une douche. Donc voilà, ici tout le faisceau de pilotage de la boîte est débranché. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qu'il faut faire avec délicatesse pour pas abîmer le faisceau ou les prises. Voilà. Alors, chose importante, là je dévisse évidemment la machine, mais on ne revisse pas la machine. Là on parle d'un bloc en aluminium qui est fragile. Voilà. Ensuite, de l'autre côté. Voilà. Alors j'en laisse une aux extrémités pour pouvoir contrôler la descente à la fin. Ça pèse quand même quelques kilos cet engin. D'autant qu'il y a des chances pour qu'on se prenne une petite douche au passage avec le reste d'huile qui est au-dessus. Donc on va y aller mollo. Donc là il me reste une ici, une là. Voilà. Alors ici c'est bon. Là c'est bon. Il me reste une là. Et une là, ok. Voilà. Donc, je desserre celle-ci. Normalement, il ne devrait pas tarder à bouger. Alors, il nous reste
rester là. Et une ici. Okay. Voilà. Donc là, comme prévu, on va essayer de pisser un peu. Voilà. Donc, voilà. Allez, on enlève les deux dernières et on descend tout ça. Mais ça pèse quand même son poids, cet engin. Ça fait au moins, je n'ai pas pesé, mais je dirais au moins 5 kg, 5-6 kg peut-être. Et à bout de bras, sans aide, c'est parfois un peu compliqué. Donc voilà, ça, c'est l'ancien. On va pouvoir comparer au nouveau. Donc voilà, voici l'ancien module. Et voici le nouveau. Alors immédiatement, ce qu'on voit comme différence, c'est cette partie-là. Donc ici, vous voyez qu'elle est bouchée en fait. Elle ne s'érore pas, elle n'a pas de filetage et rien. Celle-ci, c'est la sonde de température, on l'a vu juste à l'instant. Elle est bien présente. Et ici, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait qu'un seul module pour les diverses versions. Et en fait, quand on démonte ça, ici, on trouve un bouchon en caoutchouc qui est maintenu par la bride et qu'il faut juste enlever si on a besoin sur un modèle précis. Donc, ils ont fait plus qu'un seul montage, où ils ont réduit à sa plus simple expression les montages qu'on commande aujourd'hui pour éviter d'avoir à fabriquer des bouchons pour rien, enfin des moules pour rien. Donc, ça permet d'avoir des prix un peu plus abordables. Voilà. Donc on voit que c'est la même chose. Donc ici, l'axe qui commande le levier de vitesse, en fait le levier de vitesse commande cet axe, pardon, par le biais d'un câble. On voit ici. Donc là, il n'y a pas de position à respecter, ça c'est pas très important. Ce qui est le plus important par contre, c'est de mettre en position de manière à ce que cette partie-là, avec le petit guide ici, rentre dans la gorge. Ça, c'est le résultat de la commande de passage de vitesse. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous ne commandez pas ça, s'il est décalé ou devant ou derrière, enfin bref, s'il n'est pas piloté, ben là, vous ne passez pas vos vitesses et votre problème, il est là, dans ce cas-là. Donc ça, il faut faire très attention au remontage, à ce que ça soit bien synchronisé. Ensuite, ben, c'est pas compliqué. L'opération consiste à remettre cette pièce-là à l'intérieur. Donc, bon, j'avoue que seul, c'est toujours un peu de sport. Donc, je vais avoir du mal à filmer en même temps. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets en position. J'essaye de mettre une vis ici et une vis de ce côté-là. Alors, vous remarquerez que ici, là et là, en fait, on a les vis les plus longues. Cette fois-ci, il n'y en a que 3. Donc, si on regarde dans les vis que j'ai déposées, on va en prendre une de chaque. On a les 2 tailles. Donc au remontage, vous vous trompez pas, les longues, elles ne peuvent aller que ici, ici et là. Donc les 3 longues
C'est ces trois parties-là. Donc moi, généralement, j'essaye de remettre cette vis-là et cette vis-là au remontage. Et ensuite, je visse quelques pas et ensuite on remonte l'ensemble des vis à la main, sans machine. On met contre progressivement sur le contour et on serre à 10 newtons, 10 ou 11 newtons. En fait, ça n'a pas besoin d'être serré très très fort, surtout pas parce que c'est quand même fragile. Les vis n'ont pas nécessairement besoin d'être changées, elles travaillent pas énormément, hein. C'est du diamètre, c'est quoi, c'est du 6, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça n'a pas de force énorme, ça maintient juste le corps contre la boîte de vitesse et surtout ça fait l'étanchéité sur toute cette partie-là, où il y a les fluides de la boîte qui passent, et cette partie-là, plus celle-ci. Donc vous voyez, c'est même pas tout le contour, hein. C'est vraiment à des endroits précis qu'on voit ici. Là, ici, on retrouve l'axe de commande. Donc en dessous, il n'y a rien à faire. Tout simplement le mettre en place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en place. Je vais essayer de vous filmer ça. Et puis, on continue. Et après, je vous expliquerai en détail les points importants de cette boîte. Allez, on continue. Alors, petit point avant le remontage. Bien sûr, on contrôle visuellement tous les points d'appui sur lesquels le corps va revenir, corps de valve. Donc, on nettoie les surfaces et on regarde qu'il n'y a pas de morceaux ou quoi que ce soit qui puisse gêner. On voit que ça coule encore un petit peu là-haut. Voilà. Et ici, le point le plus important, c'est qu'on va démonter le capteur qui est ici, qui est le G195, qui est le capteur de puissance développée en sortie de boîte. Donc on a un capteur en entrée de boîte qui est le G182, qui prend en fait la puissance au niveau du coupleur hydraulique, la puissance moteur on va dire. Et ensuite, la puissance développée par la boîte ici sur le G195. Alors, c'est des capteurs à effet Hall, donc c'est des capteurs électromagnétiques. Le problème d'un capteur électromagnétique, c'est que dans le nom, il y a électro et magnétique. Donc magnétique, ça veut dire que ça attire le métal, et donc il est toujours préférable de le contrôler et de le nettoyer avant de refermer. Donc là, je vais démonter l'écrou de disque qui tient le capteur ici, je vais vous montrer. Dans quel état il est? Je démonte le petit écrou, enfin, la petite vis de 10. Voilà. Je sors le fil de son support et je descends le capteur. Donc, vous voyez, le capteur, c'est pas grand chose, hein. C'est comme un capteur PMH ou chose comme ça. Et en fait, on s'assure que autour ici du capteur, il n'y ait pas de dépôt métallique. On le nettoie. Voilà, c'était plutôt propre, donc c'est une bonne chose. Et donc il n'a pas d'anomalie. Une fois qu'on a fait ça, on peut le remettre en place. Alors des fois on peut avoir des dépôts métalliques dessus, hein, ça fait comme une poussière grise, grisâtre. Ça implique une usure un peu de la boîte. Bon, ici c'est une boîte qui, même si elle a des problèmes de passage de vitesse en première à froid, est plutôt en bon état, donc il n'y a pas de problème particulier. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de rattacher le fil dans son guide qui permet de contourner le module hydraulique, sinon on risque de le pincer et ça serait un problème. Voilà, donc là encore elle pisse un peu, je vais laisser pisser avant de remonter le bloc et je vous montre ça juste après. Bon allez, on va remonter le module. On veille à guider
c'est un peu sportif. Voilà. Bon. Donc, LED. Il y a un petit tournevis, on la met contre. Donc, vous voyez que je ne serre pas immédiatement. L'idée, c'est de remettre les vis de manière à centrer correctement l'ensemble sans être obligé de forcer. Donc là, vous voyez que le guide est bien à sa position. Donc côté passage de vitesse, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc les 3 longues vis. Voilà. Voilà la 3e longue. Il y a là. Et ensuite, on a que des petites. Voilà. Donc ça, c'est la petite partie quand on est seul et un petit peu compliqué. Mais bon, si vous pouvez le faire à deux, évidemment, c'est mieux. Voilà. Bon, il reste 3 vis, c'est des vis du filtre, donc ça c'est normal. Donc maintenant, eh ben, on fait le contour de serrage. Alors 10 Nm, franchement, avec une clé dynamométrique, c'est évidemment faisable. Mais quand on a l'habitude de serrer, les 10 Newton dans les doigts, on les sent. En fait, je préfère sentir le serrage à la main que me baser sur un outil. Pour ces valeurs-là, c'est amplement suffisant. Vous pouvez le faire, c'est pas interdit. Donc pour l'instant, je mets contre. Mais tout bon mécano, 10 Newton, ici à peu près. À quoi ça correspond à la main. Croyez-moi, c'est pas grand chose, 10 Newton. Donc, le contour. Voilà. Allez, on commence à serrer.
Et voilà. Bon. Allez, maintenant on va commencer à rebrancher les prises. Donc là c'est pas très compliqué, hein. Les fils en fait sont positionnés presque en face de chaque électrode, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a celle où de toute façon les connecteurs sont différents. Et ensuite vous les remettez dans l'ordre d'alignement. Si vous vous trompez là, c'est que vous le faites exprès. Alors, ensuite, on a celle-là. Voilà. Alors, ça, on le remet d'abord dans le vide. Donc ça rentre dans la petite fente qui est ici. Voilà. Et ça vient devant. Voilà. Ensuite, on a la sonde de température qu'on va remettre avec. Alors il y a un petit joint d'étanchéité, on fait attention à ne pas enlever. La petite bride qui vient le verrouiller pour empêcher de descendre. La petite vis de 10. Pareil, on va la serrer modérément, juste pour que ça tienne. Voilà. Alors ensuite, on a les pressostats, on a deux. Donc eux, moi, ce que je fais toujours, c'est que je vérifie quand je les mets qu'ils se clipsent bien. Quand ils sont un peu trop mous, je les resserre légèrement à la pince. Donc en fait, c'est des petites... Voilà, je les resserre légèrement pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de jeu. Voilà. Donc pareil, on ne peut pas se tromper de position. Voilà, on entend bien le clic. Voilà, parfait. Donc il reste juste ça. Donc ça c'est le capteur G182 qui est en haut là, dans le creux, qu'on remettra lui avec un long tournevis. Alors je vais reculer ça. C'est très bien. Allez. Bon. Alors, je repositionne. Voilà. Donc, le G182. Il est là. Donc, lui, ce qu'il faut faire, c'est essayer de le positionner au mieux. Voilà. On se met en appui dessus et on va voilà. Il est reclipsé. On vérifie que ça tient. Et voilà, tout est rebranché à sa place.
Bon, ah non, j'en ai encore un ici, oui, on peut passer à côté là. Ah, celui-ci, c'est bon. Voilà, parfait. Bon, bah là, on n'a plus qu'à nettoyer un peu la surface. On va remettre la cartouche filtrante et on pourra refermer le carter de boîte. Allez, à tout de suite. Voilà, j'en profite pour vous montrer une boîte de près. Alors ça, c'est une vieille boîte qui est le même modèle que celui qu'on vient de voir, où je vais vous montrer en détail ce dont on a parlé. Donc, le fameux capteur G195. Donc, vous voyez, il est directement monté ici. Et il est verrouillé par un petit écrou. Et le câble, veillez à bien le passer dans son support ici pour éviter qu'il soit pincé dans le module hydraulique. Et ensuite le G182, dont je vous parlais tout à l'heure mais que vous n'avez pas forcément vu, qui est le petit connecteur jaune qu'on voit là-bas. Vous voyez, qui est lui-même câblé sur cette petite prise ici, qui vient donc directement là-bas. Donc elle, c'est un capteur, enfin ce capteur G182, il est pris directement sur la pompe à huile qui est ici. Donc, je vais vous la démonter pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et puis les points sensibles de cette pièce. Ah voilà, j'ai démonté le contour de la pompe ATF. Donc ça, c'est une pièce qui s'occupe de faire monter en pression l'huile. Donc elle est équipée d'une pompe. On va regarder comment elle est faite. Ici, on retrouve le capteur G182 qui lui prend le couple d'arrivée du coupleur hydraulique qui rentre ici. On va voir après. Donc ça, je le sors. Voilà. Alors, l'autre point important, c'est le calage du coupleur hydraulique dans la pompe à huile. Donc en fait, on va essayer d'éclairer. Ici, si vous regardez bien à l'intérieur, vous allez voir qu'on a deux petits ergots. Alors on va essayer de les éclairer. Je ne sais pas si on les voit, mais je vais le démonter après pour vous montrer. Donc deux petits ergots qui sont à l'opposé l'un de l'autre, qui ont pour but de rentrer dans le coupleur hydraulique. Donc le coupleur hydraulique, je vous le montre, il est là. Qui a pour but de rentrer dans ces deux gorges, ici et là. Donc ça, c'est vachement important. C'est ce qui peut tuer votre pompe si vous le remettez mal. Quand vous réinsérez votre coupleur hydraulique, il faut vraiment tourner avec, regarder au préalable comment sont orientés vos deux ergots et faire en sorte que ça coïncide bien et que votre coupleur hydraulique rentre bien à l'intérieur de la cloche de la boîte. Et avant de le sortir, parce que normalement quand vous déposez votre boîte, lui il est censé rester sur la boîte, vous désaccouplez en fait les fixations qui sont sur le volant moteur, il y en a 6, et vous sortez votre boîte avec le coupleur hydraulique, hein. Vous sortez pas la boîte en laissant le coupleur hydraulique sur le moteur, c'est le meilleur moyen, et d'abîmer le joint SPI qui fait l'étanchéité ici, et éventuellement même les ergots de la pompe à huile, c'est fragile. Donc quand on remet la boîte, en fait, le coupleur hydraulique est sur la boîte, il est engagé ici. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous sortez votre coupleur, au préalable, regardez comment il est aligné au niveau du bord de boîte. Faites un petit repère au feutre. Comme ça, quand vous allez le remettre en place, il doit reprendre la même position. Vous serez sûr que, au niveau des ergots, vous êtes bien engagé. On a vite fait d'être en pression, en fait, ici sur les ergots, sans s'en rendre compte. Et si vous remettez votre boîte en place, quand vous allez la serrer, vous allez appuyer sur les tétons, les deux ergots de la pompe à huile qu'on va voir dans un instant, et vous risquez même de les casser. Donc ça peut arriver. Allez, je vous démonte la pompe, comme ça vous regardez et je vous montre comment ça fonctionne. Alors voilà, ça c'est la pompe à huile ATF que je viens de démonter. Donc là on va l'ouvrir pour voir l'intérieur.
Donc, on démonte le corps de la pompe. Donc ici on retrouve le capteur qui est cassé d'ailleurs. Voilà. Donc lui il est mort. Voilà. Donc ça c'est le capteur G182 qui est le capteur de couple dont on parlait à l'instant. Donc une fois qu'on a démonté ça, on va le sortir. Voilà. Et ici on retrouve la fameuse pompe dont je parlais à l'instant. Donc c'est une pompe excentrique qui est emmenée par les deux ergots sur le coupleur hydraulique qu'on a vu tout à l'heure et qui s'engage directement dessus. Et vous voyez qu'une fois qu'il est en place, il faut bien le centrer parce qu'il peut se décaler lui-même sur son axe. Donc on a vite fait d'être embuté sur la bordure de la pompe elle-même et de penser qu'on est engagé. Donc il faut vraiment jouer avec de manière à ce que la pompe puisse se synchroniser au centre de tout ça et que le coupleur hydraulique vienne bien embuter sur les deux ergots. Enfin, sinon vous les cassez, c'est aussi simple que ça. Donc cette pompe en fait, elle fonctionne comme ça. Voilà. Alors voilà, donc je disais que on était sur une pompe excentrique. C'est ça qui brasse l'huile dans votre boîte. Donc ça tourne au rythme du moteur. Et en fait, cette pièce-là, elle vient ici dans votre coupleur hydraulique. Vous voyez que sur le coupleur, on a les deux ergots, les deux entailles qui permettent de synchroniser les deux ergots. Donc de temps en temps, ce qui peut se produire, c'est que on croit être engagé, on est comme ça. Et quand on est comme ça, en fait, on vient directement appuyer sur les deux ergots. Donc on les abîme. Si on serre la boîte, c'est encore pire. Jusqu'au moment où éventuellement ils rentrent. Mais quand ils sont abîmés, un jour ils cassent. Et ça n'est plus entraîné. Et si ça n'est plus entraîné, vous n'avez plus de fonctionnement de votre boîte automatique. Donc c'est une pièce maîtresse de votre boîte automatique. Donc, tout ça, c'est la pompe à huile. Tout cet ensemble. Il en existe 3 modèles sur la boîte 09D. Alors des modèles où le corps est plus ou moins long, c'est-à-dire entre ici et là, ou ici la dentelure est différente. Donc quand on la remplace, il faut bien veiller à avoir le bon modèle. Alors l'autre point faible sur cette pompe, c'est ici. Alors sur celui-ci, j'ai eu un problème important, c'est qu'elle est tombée en panne. Si vous regardez bien ici, on voit qu'on a une cote importante qui s'est formée à cause de cette bague qui était censée être là. Cette bague, c'est un genre de coussinet de centrage qui centre le corps lui-même du coupleur hydraulique, la partie ronde du coupleur hydraulique. Et alors, ils ont fait deux montages, un montage avec ce type de coussinet de centrage, et puis les modèles d'après, ils ont remplacé ça par un déroulement à aiguille, ce qui a évité d'avoir ce genre de problème. Là, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a chauffé, c'est resté collé au coupleur hydraulique, ça continue à tourner, et ici, si on regarde bien, ça a complètement usiné à l'intérieur. Donc là, la pompe à huile, elle est morte. Et ça, c'est mort aussi. Donc ça, du coup, devant, normalement, on a ici un joint torique. C'est passé à travers, ça a bousillé le joint torique, donc grosse fuite d'ATF, et donc panne de boîte. Voilà. Voilà comment on tue une pompe à huile ATF. Allez, on passe à la suite. Alors, encore des petits points de détail sur la boîte. Donc, ici, on a vu qu'on avait la commande de boîte, qui est elle-même pilotée ici, par le câble. Cet axe traverse le corps,
Et ici, vous avez un capteur de position qui va renseigner et le calculateur et le tableau de bord sur la sélection de la vitesse engagée via ce connecteur. Donc lui, il chemine ici, il est repiqué en dessous à la base, et c'est lui qui renseigne et le calculateur et le tableau de bord de la vitesse engagée. Alors, il est parfois constaté des fuites au niveau des connecteurs qui sont situés là, le connecteur de la boîte. Alors il passe évidemment depuis l'intérieur de la boîte vers l'extérieur, ici on le voit bien. Et en fait vous avez des joints d'étanchéité torique autour des câbles qui sont parfois à remplacer. Donc c'est monté directement ici, ça passe au travers et on remplace les joints toriques et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, ici on a l'entrée et la sortie du radiateur d'huile qui est sur la face avant. Là pareil, vous avez des joints toriques, de temps en temps il vaut mieux les remplacer quand vous démontez totalement. Sinon ça peut fuir ici aussi parce qu'il y a le débit sortant et le débit rentrant. Et comme la pompe a quand même de la pêche, ça peut fuir sur le côté de boîte. Voilà, il y a un joint torique de ce côté-là, mais il est rarement en fuite, c'est souvent de l'autre côté. Voilà, pour le corps de boîte, on en reste là. Je vous mettrai les documentations détaillées en français de cette boîte dans les liens. Voilà, on va remettre la cartouche. Donc la cartouche, moi je graisse toujours le joint SPI avant de l'engager. On engage délicatement, on aligne les vis. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a serré à la main, on pousse légèrement ici et on sent bien le joint qui pénètre à l'intérieur sans s'abîmer. Voilà. Donc encore une fois, on serre ça avec modération. Voilà. On remet le corps dans le bon sens. Voilà.
Donc toujours les remettre à la main en priorité pour être sûr de ne pas avoir de points durs. Et puis éviter de les mettre de travers, quoi, surtout parce que la visseuse automatique, on a vite fait de partir en travers sans s'en rendre compte. Et il n'y a rien de plus désagréable que de devoir refaire un filetage de carter de boîte. Et malheureusement, ça arrive parfois. Une fois qu'on a mis quelques filets, on peut serrer légèrement la machine et on finit tout serrage à la main. Alors, tac, tac. Donc là, je serre tout doucement, juste pour mettre en pression. Et je finis. Donc ça c'est pareil, hein. On peut le faire à la clé dynamométrique, mais quand on a l'habitude, quand on fait régulièrement, on sait serrer au couple. Et j'ai jamais eu de fuite sur un joint de contour. Voilà, on va faire l'effet de boulier.
Voilà. Alors ensuite, je vais remettre le joint et la vis de purge. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de serrer ça comme des sourds. J'ai dû y aller à la barre directement avec une rallonge pour pouvoir réussir à desserrer ça. Alors, évidemment, ça ne doit pas fuir, mais serrer ça comme un imbécile, franchement. Donc, on met l'embout. Ok, alors maintenant, on va recadrer un peu. De la chance, c'est une pompe toute neuve. On va voir si elle fonctionne correctement. Donc, on va déjà la remplir. Allez, c'est parti. Alors, j'ai changé de pompe parce que j'avais pas cette capacité en litres. Et celle-là, on peut prendre 7 litres. Donc c'est pas mal pour remplir ce type de boîte qui peut en contenir jusqu'à presque 12. Alors quand on fait ce type de réparation, on n'arrive jamais à vider totalement la boîte et son coupler, sauf passer par des machines spécialisées que je n'ai pas. Donc on fait, on va dire, du 60% de remplacement, à peu près. Voilà. Donc maintenant, tout ce qui est en trop va redescendre. On va attendre que ça s'arrête. Et ensuite, on va mettre en route le moteur pour commencer à faire chauffer l'huile. Allez, je vous reprends quand ça a avancé. Voilà, là on voit que le débit commence à se stopper. Donc là on a récupéré à peu près 2 litres. J'en avais mis 6, donc on en a mis 4.
On va attendre que ça s'arrête, on va embouchonner et puis on va faire un test de démarrage. Et c'est parti. Voilà, j'ai mis le moteur en route. Là ça tourne. Pas de défaut à votre bord, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant je me connecte avec VCDS. Donc dans VCDS, on va aller dans boîte automatique. On se connecte sur la boîte. Donc bien sûr, le premier truc qu'on fait, c'est aller voir si on n'a pas de code erreur. Donc on voit qu'on n'en a pas. Ensuite, on va aller vérifier la valeur de la température. Donc, on va dans les mesures avancées, les valeurs. Ici, on peut vérifier le couple du G182, sortie de couple moteur. Si je mets ici le G195, je pourrais aussi mesurer la sortie de couple, sauf que là, le véhicule est à l'arrêt, donc la valeur ne montera pas, ce qui est normal. Il n'y a qu'en roulant qu'on peut le vérifier. Et ensuite, je vais vérifier la température du G93. Alors, comme je sais qu'il y en a deux, il y en a une qui me donne la température et l'autre la valeur. Ah voilà, elles sont ici. On va les prendre toutes. Voilà. Donc là, on voit que la valeur est à 32 degrés. Donc ça, c'est la valeur d'huile, de la température de l'huile ATF. La sonde, on voit qu'elle est alimentée en 2,50 volts. On voit que je tourne à 540 tours minute. On voit que la valeur de G195 est à 0. Donc cette valeur, je rappelle, ne peut être positive qu'à partir du moment où le véhicule roule, ce qui est logique. Donc là, il faut que j'attende que la valeur qui monte là à 33 arrive au minimum à 40 degrés. Ensuite, je pourrais passer toutes les vitesses une à une en attendant 10 secondes entre chaque position. Donc on passe toutes les vitesses depuis parking jusqu'à S. On attend 10 secondes entre chaque position et on refait la même chose dans l'autre sens. Et ensuite, je pourrais commencer à faire un essai routier léger. Puis je revérifie mon niveau avec ma pompe. Je regarde si elle déborde ou s'il en manque encore et je fais le complément. Allez, on se retrouve quand on est à la bonne température. Bon, allez, 42 degrés, c'est amplement suffisant. On va aller dans la voiture. Là, il y a la clim qui fonctionne parfaitement dans cette voiture, c'est agréable. Ça n'arrive pas souvent dans les Touareg. On va me la baisser un peu parce que là, carrément du givre. Alors, donc là le moteur tourne, donc le jeu consiste à freiner, bien sûr, hein, j'ai le pied sur le frein, on ne voit pas bien, mais on freine, on reste une dizaine de secondes sur chaque position. On sent déjà les roues et le train arrière qui réagit, donc ça c'est bon signe. Voilà, la voiture bouge. Bon, ça a pour but uniquement de favoriser le passage de toutes les électrovannes, chasser l'air, etc. C'est une procédure toute simple. Voilà. Voilà, on sent bien la marche arrière qui s'est engagée. Et la position parking. Voilà, donc on va arrêter le moteur. Donc là, vous voyez, s'il y avait des erreurs, ici tout serait jaune. Et là, on voit bien que quand on passe les vitesses,
tout passe parfaitement. Alors, l'un des défauts qu'on avait avec cette boîte, c'est que D1 pouvait éventuellement osciller avec une autre vitesse. Et ça, généralement, quand vous avez ce genre de constat, c'est que vous avez des électrovannes qui font pas bien leur boulot, qui restent bloqués. Donc quand vous le mettez en D1 et puis que par exemple ça fait de D1 à D3 ou D5, bah, votre module hydraulique est à remplacer, et il y a des électrovannes qui se bloquent. Alors il y a ce phénomène là, et puis bien sûr il y a les à-coups, c'est-à-dire que ça passe bien D1, mais quand on commence à accélérer, on a l'impression que ça patine dans la semoule, ça n'avance pas, et d'un seul coup, vous avez un coup de pied au cul et votre voiture vous donne l'accélération. Ça c'est très très désagréable. Donc surtout si vous avez ce genre de constat, je vous conseille de laisser tourner au ralenti et d'attendre que la boîte finisse par passer réellement en D1. Mais ne pas provoquer des à-coups parce que vous allez abîmer votre boîte et votre arbre de transmission. Donc il faut réagir dans ce cas-là. Voilà. Et corriger ça. Voilà, donc prochaine étape, essai routier. Ouais, c'est parti pour le test routier. Bon alors, test routier, on est en 6e. On va voir avec les palettes. Ouais, ça fonctionne. Bon bah voilà, test concluant, remplacement effectué. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous mets des liens pour des documents concernant la boîte 09D, directement des liens méga, vous aurez qu'à cliquer dans le descriptif pour ceux que ça intéresse. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.